Bonjour, ici Pascal Girard. Bienvenue au Cercle de presse du Saguenay. Pour ce dernier cercle de presse de la saison, nous recevons le président de la CSN, M. Jacques Letourneau. Élu depuis moins d'un an, il en est à une première visite au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il sera accompagné par le président du Conseil central régional, M. Ange-Albert Cotenoir. Bon cercle. Merci tout le monde d'être là pour ce dernier cercle de presse de la saison. Et c'est parce que je les ai comptés, c'est le 35e cercle de presse pour cette année. Et dans mon cas, c'est le 94e pour ce matin, c'est la fin de mon troisième mandat. Et il n'y en aura pas de quatrième, mais c'est la fin de mon troisième. Donc, je tenais à souligner. Et je rappelle aux membres, membres et non-membres, que c'est ce soir le 5 à 7 à la Tour à bière. Donc, tout le monde est invité. Évidemment, c'est à 5 heures. Vous aurez deviné. Donc, venons-en à nos invités de ce matin. Comme je l'avais dit lorsqu'on avait reçu le président du Conseil du patronat, on allait équilibrer les choses. Donc, ce matin, on reçoit le président de la Centrale des syndicats nationaux, le président de la CSN, M. Jacques Letourneau, qui est accompagné du président du Conseil central régional, M. Ange-Albert Cotenoir, qui est avec nous ce matin. Donc, M. Letourneau, merci d'être là. Je vous cède la parole pour le discours d'ouverture, 8-10 minutes. Parfait. Et, si plus que ça, vous aurez un petit coup de pied en dessous de la table. Et par la suite, on passe à la période de questions. La première de questions ira à Normand Boivin du Progrès Dimanche et, je vais le dire, vice-président de la FNC également. Question de tous nous mettre en conflit d'intérêts ce matin. Donc, à vous la parole, M. Letourneau, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, ça me fait plaisir, puis je vous remercie chaleureusement pour cette invitation. Vous savez, à la CSN, il y a 13 conseils centraux, donc la CSN est présente dans toutes les régions du Québec, donc ça fait toujours plaisir de rencontrer les gens dans les régions, particulièrement les médias, les journalistes, pour partager avec vous un certain nombre de préoccupations que la Confédération porte sur le plan syndical et sur le plan politique. Essentiellement, je vais m'en tenir à deux éléments, puis dans la période d'échange, on pourra élargir comme bon vous semble. D'ailleurs, je vous ai remis une petite pochette avec un certain nombre de documents qui sont en lien avec la courte présentation que je vais faire ce matin. D'abord, dans un premier temps, vous dire qu'on est dans une conjoncture politique extrêmement préoccupante pour les organisations syndicales, dans la mesure où il y en a parmi nous qui avaient oublié que nous sommes encore dans le Canada. Les conservateurs, eux, nous rappellent, notamment depuis qu'ils sont majoritaires, que nous sommes toujours Canadiens et Canadiennes. Et que les politiques qui sont mises de l'avant par le gouvernement conservateur ont un impact direct sur les travailleuses et les travailleurs et, bien entendu, sur les organisations syndicales. Je vais vous dire, ce matin, j'hésite pas à souligner en caractère gras que probablement que le mouvement syndical fait face aux pires attaques qu'il a connues peut-être depuis la période de Maurice Duplessis au Québec, dans la mesure où on peut reprocher bien des choses aux conservateurs, mais on peut pas leur reprocher d'être bêtes. Ils sont extrêmement allumés, ils sont extrêmement brillants, et l'ensemble des projets de loi qui ont été déposés jusqu'à maintenant, je fais référence à C-377, je n'irai pas dans le détail, mais on pourra le faire dans la période d'échange, là, sur la question de la transparence financière. Et récemment, c'est presque passé inaperçu, là, mais ils ont déposé il y a 2 semaines un projet de loi sur la question du vote obligatoire quand on syndique des travailleuses et des travailleurs pour la première fois, donc dans un champ libre. Alors, ce qu'on comprend de l'œuvre des conservateurs jusqu'à maintenant, c'est que ça s'inspire directement de ce qu'on a connu aux États-Unis, avec les politiques puis les mesures probablement les plus à droite qu'on a connues qui ont attaqué le mouvement syndical et qui ont fait en sorte effectivement qu'on a assisté aux États-Unis à un déclin du taux de représentativité syndicale. En même temps, c'est toujours fait sous l'angle, bon, C-377, c'est la transparence financière, pourquoi les organisations syndicales ne seraient pas d'accord avec ça, alors qu'il y a à peu près 80 000 organismes sans but lucratif au Canada qui bénéficient des mêmes règles fiscales et d'impôts, qui ne seront pas soumises à cette règle-là, qui oblige les organisations syndicales à dévoiler toute dépense de 5 000 $ et plus.
dans le cadre d'une négociation, dans le cadre d'une organisation d'un nouveau syndicat. Donc, des questions qui touchent directement le cœur des relations de travail. Les conservateurs disent, si par exemple, vous êtes en train de syndiquer dans les couches-tard puis que vous embauchez une firme de consultants pour justement vous donner une stratégie de communication, bien, vous devez dévoiler publiquement cette dépense-là. Alors qu'évidemment, on ne demandera jamais aux employeurs et aux boss de faire la même chose dans un contexte de négociation ou autre. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que non seulement ça crée le doute par rapport au mouvement syndical, comme si les organisations syndicales avaient quelque chose à cacher, alors qu'une organisation comme la CSN, allez sur le site, participez au congrès de la CSN, au congrès du Conseil central de votre fédé, quand vous êtes militant dans un syndicat local, le budget est adopté dans ses moindres détails, donc la transparence financière, elle est au rendez-vous, mais ça crée le doute et ça crée la suspicion. Donc, c'est sûr que ce qui est en train de se produire avec le gouvernement conservateur, c'est que le mouvement syndical est directement dans la cible des conservateurs. On s'inspire ultimement de ce qui s'est fait aux États-Unis et dans d'autres provinces canadiennes. Et ça, bien entendu, ça ne fait pas juste nous préoccuper, mais ça nous inquiète au plus haut point. Tellement que, bon, on a mené la bataille jusqu'à maintenant sur la réforme de l'assurance-emploi. Cette bataille-là, elle va se poursuivre. Et là, on est en train de réfléchir à l'élargir à d'autres provinces canadiennes, particulièrement du côté de l'Ontario, parce que vous savez, il y a des élections qui s'en viennent en 2015. Puis, même si la CSN ne fait pas de politique partisane, c'est-à-dire qu'on n'appelle pas à voter pour un parti ou un autre, on est à peu près tous et toutes convaincus, au dernier Conseil confédéral, quand on a débattu, que la meilleure chose qui pourrait arriver au Canada, c'est de se débarrasser des conservateurs si on veut être capable de maintenir une classe moyenne, de monde ordinaire, de travailleuses, de travailleurs qui vont vivre convenablement au pays. Donc ça, c'est le premier élément. Puis là, je pourrais en ajouter sur les conservateurs, s'immiscer dans les négociations à Radio-Canada avec le projet de loi C-60 dans les sociétés d'État, les compressions puis les coupures dans les sociétés d'État, etc., etc. Donc c'est un gouvernement qui ne défend pas les intérêts de la majorité. L'autre élément sur lequel je veux vous entretenir, c'est plus en lien avec la situation politique au Québec. Bon, on le sait, on a un gouvernement minoritaire depuis bientôt 1 an, celui de Mme Marois, qui parfois fait des bons coups. D'ailleurs, quand le gouvernement, nous, on juge qu'il fait des bons coups, on l'a souligné. Parfois, on l'a aussi décrié sur certaines politiques, particulièrement celle du déficit zéro, puis du remboursement de la dette, qui vient faire une pression énorme sur les services publics dans un contexte économique où c'est quand même assez fragile. Donc, les politiques d'austérité, là, même la Banque mondiale puis le Fonds monétaire disent aux États, allez-y mollo avec ça parce que ça provoque des ralentissements économiques. Le gouvernement du Parti québécois est allé de l'avant avec ses politiques d'austérité. Donc, jusqu'à maintenant, on est dans un contexte politique où les rapports de force s'exercent. Vous saviez, le Conseil du patronat du Québec, comme vous l'avez dit tantôt, qui va plaider, par exemple, avec d'autres pour qu'on ménage les minières au Québec, puis qu'on ne leur impose pas trop de redevances, puis les écologistes de l'autre bord, les organisations qui voudraient que les minières en fassent plus. Donc, on est dans une dynamique de rapport de force où nous, on a décidé de se lancer en campagne publique, et vous l'avez d'ailleurs, le document, dans votre pochette, et si on avançait, le progrès social dépend de nous. L'idée pour la CSN, c'est la suivante, c'est d'aller faire le débat avec les travailleuses et les travailleurs dans les milieux de travail, mais aussi avec les citoyens et les citoyennes par l'organisation d'assemblées publiques pour débattre d'un certain nombre d'enjeux de société. Alors, je ne ferai pas le tour de ce qu'il y a dans le document, mais on a ciblé 4 éléments. Et j'insiste sur 2. D'abord, quand on regarde la situation du monde puis du marché du travail aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une classe de travailleurs syndiqués. On sait que le taux de syndicalisation est quand même assez élevé si on le compare au reste du Canada puis au reste de l'Amérique du Nord. Donc, on a des travailleuses et des travailleurs qui bénéficient de bonnes conditions de travail ou généralement de bonnes conditions de travail, alors qu'une partie des travailleuses et des travailleurs qui souvent sont pris dans des emplois atypiques, précaires, non syndiqués. Alors nous, on dit, oui, il faut que le mouvement syndical, bien sûr, défende les intérêts de ceux qui sont syndiqués, mais il faut se préoccuper du sort des travailleuses et des travailleurs qui sont non syndiqués. Et vous allez le voir dans la brochure, on cible 2 choses. D'abord, le salaire minimum, on l'a augmenté récemment, ça, on l'a salué, mais en même temps, on aurait aimé que le gouvernement fasse un plus grand effort parce qu'on est encore en dessous du seuil de faible revenu pour une famille de 4 personnes. Et on s'attaque aussi à la question des régimes de retraite. Puis là, je ne vous étonnerai pas parce que
Quand on parle de retraite, on parle bien sûr des difficultés des régimes de retraite, notamment dans le secteur privé à cause de la crise économique. Puis vous le savez, dans la région, il y a un certain nombre de syndicats qui sont aux prises avec cette réalité-là. Mais on dit qu'il faut aussi se préoccuper des travailleuses et des travailleurs qui ne sont pas syndiqués puis qui n'ont pas de régime complémentaire de retraite. On s'aperçoit dans le débat public souvent, puis moi, depuis que je suis à la présidence de la CSN, quand on se fait challenger sur l'antisyndicalisme, ben on s'appuie souvent sur la réalité des travailleurs non syndiqués en disant « Ah ben moi, j'en aurai jamais de régime de retraite, puis il y en a qui sont des gradures, de la fonction publique, des municipalités, des entreprises privées qui en bénéficient. » Alors que dans le fond, nous, on dit qu'il faut inverser cette logique-là, c'est-à-dire qu'il faut sécuriser les régimes qui existent déjà, puis on est capable de le faire dans le cadre des négociations, mais il faut collectivement penser à comment on va couvrir les travailleuses et les travailleurs qui sont non syndiqués pour leur permettre à 60 ans, puis à 65 ans, d'arriver avec une retraite convenable. Donc, ça peut être la bonification de la Régie des rentes du Québec, ça peut être la création de régimes sectoriels, comme on l'a déjà fait, par exemple, dans le secteur des garderies. Donc, c'est une proposition qu'on met au jeu. Rapidement, pour conclure... non, c'est pas si pire? Oui, c'est pas si pire. OK, parfait. Donc, pour conclure quand même, l'autre élément sur lequel on met l'emphase, c'est la question d'une véritable politique industrielle et manufacturière pour le Québec. Angèle Bert pourra vous en parler. Là, à leur congrès, ils ont voté des résolutions plus spécifiques à la réalité du Saguenay. Mais nous, on pense qu'une économie comme la nôtre ne peut pas reposer que sur une économie de services, en général, de services publics ou de services privés. Ça prend un secteur industriel manufacturier qui est bien sûr compétitif, porté vers le 21e siècle et non vers l'arrière, c'est-à-dire qu'il y a malheureusement des emplois dans des secteurs d'activité qu'on a perdus au profit des délocalisations. Je pense aux textiles, vêtements qui ne reviendront jamais. Mais nous, on pense comme organisation syndicale qu'il est possible de réfléchir à une politique industrielle pour permettre justement de s'assurer du développement d'un certain nombre d'emplois de qualité au Québec, surtout qu'on est au Québec quand même au niveau des ressources naturelles puis des richesses naturelles assez bien pourvues. Et on pense que cette politique-là devrait être portée sur des questions de deuxième et de troisième transformation. Et ça, on ne peut pas laisser les entreprises, par exemple, privées, déterminer ça va être quoi la politique industrielle. Oui, les entreprises, il faut les mettre au jeu, mais il faut mettre les organisations syndicales, puis ultimement, il faut mettre aussi les intervenants, que ce soit du côté du gouvernement fédéral et du côté du gouvernement provincial. D'ailleurs, déjà, à partir du moment où la CSN a adopté cette politique industrielle-là, on a rencontré des partis d'opposition à Ottawa. Malheureusement, on n'a pas pu rencontrer les conservateurs parce qu'ils ne nous parlent pas. Mais on a réussi à rencontrer les libéraux, on a rencontré le NPD, on a rencontré Mme Zakaïb du gouvernement du Parti québécois pour leur présenter cette idée-là d'une politique industrielle. Et d'ailleurs, le gouvernement du Québec a annoncé qu'au cours des prochains mois, ils vont se mettre en piste pour essayer de développer une politique manufacturière pour le Québec. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'à la fin du document, vous allez le voir, on a mis le portrait pour l'ensemble des régions au niveau de l'emploi, emploi régulier, emploi à temps partiel, et on l'a mis aussi au niveau du secteur manufacturier industriel. Là, si on regarde dans votre région à la dernière page, pour le Saguenay de Lac-Saint-Jean, on trouve le taux de chômage, puis la part de l'emploi dans le secteur manufacturier, dans le secteur des services, puis dans le secteur des services publics. Alors, on voit là quand même que la majorité des emplois sont dans le secteur des services. Et nous, on pense que si on veut être capable de réfléchir le Québec de demain, bien, ça prend un secteur industriel puis manufacturier. Une économie, elle ne peut pas juste reposer sur une économie de services. Donc, c'est une campagne qu'on propose à l'ensemble des syndicats de la CSN. On veut aller dialoguer avec les travailleuses et les travailleurs, échanger avec eux, puis pas juste parler de conditions de travail, je vais terminer vraiment là-dessus, mais parler aussi de politique sociale puis de politique économique. Parce que souvent, à droite, ce qu'on voudrait faire, c'est que les organisations syndicales se limitent uniquement à la négociation des conventions collectives et à l'application des conventions. Souvent, on l'entend, ça, dans le discours. Comment ça se fait qu'on utilise la cotisation syndicale pour parler de sociopolitique puis de parler d'économie? Bien, moi, j'ai tout le temps dit, un travailleur, quand ça sort de l'usine puis ça sort de l'école, là, ça devient un citoyen puis une citoyenne, puis ça reste la même personne. Donc, ça reste une personne qui est aussi concernée par les affaires de la municipalité puis les affaires de la province puis les affaires des gouvernements, qu'ils soient à Ottawa ou à Québec. Donc, essentiellement, c'est le message que je voulais vous livrer ce matin. Merci, Merci beaucoup, M. Letourneau. J'inviterai mes collègues à me faire signe pour les questions. Et contrairement à lundi, je vais permettre des deuxièmes volets. Lundi, ça a été un peu plus difficile.
Donc, la première question, Normand Boivin du Progrès Dimanche. Bon, on a souligné tout à l'heure les attaques qui sont faites par le gouvernement conservateur à l'endroit du monde syndical, mais il y a aussi d'autres problèmes avec lesquels le monde syndical semble confronté. On le voit actuellement. Dans la multiplication des conflits, ça devient de plus en plus difficile de les mener. Actuellement, il y a un conflit chez les concessionnaires automobiles de la région, puis ils font face à plusieurs citations pour outrage au tribunal parce que le tribunal a limité à 5 le nombre de piqueteurs. Alors, si, par exemple, le président de la centrale vient visiter les 5 gars qui piquent, ça fait un outrage au tribunal, etc., etc. J'aimerais ça que vous élaboriez là-dessus sur le portrait des relations de travail au Québec. Les lock-outs, on l'a vécu avec Québecor. Là, on le voit, là, les concessionnaires automobiles ils ont décidé de se regrouper, de confier la négociation à une firme pour négocier pour eux et ils ont mis tous les garagistes en lock-out. Alors, c'est quoi, quel portrait vous voyez de la négociation actuellement au Québec? Bien, c'est clair que si on se compare à d'autres périodes, dans l'histoire même récente, il y a moins de conflits de travail aujourd'hui que nous en avons déjà connus au Québec. D'ailleurs, souvent, quand on fait le débat dans les écoles de relations industrielles, puis avec les gens qui réfléchissent aux relations entre les patrons, puis on prétend, puis on reconnaît qu'effectivement, dans la majorité des cas, les conventions collectives sont négociées sans conflit de travail. Mais quand il y a des conflits, par contre, souvent, le rapport de force est totalement inégal. Et ça, malheureusement, c'est pas juste lié à la conjoncture au Québec, mais c'est aussi lié à la conjoncture mondiale. Puis souvent, la concurrence, elle se fait entre des entreprises ici au Québec, mais elle se fait avec des entreprises ailleurs dans le monde. Puis souvent, la concurrence, ça se fait dans la même filière, c'est-à-dire qu'elle se fait pas nécessairement avec une autre entreprise. Moi, je me rappelle, dans la région de Joliette, je discutais avec les gars de Bridgestone Firestone, puis les échelles de productivité chez Bridgestone, là, ils étaient mesurés au quotidien en fonction de ce qui existait dans les entreprises dans le sud des États-Unis, puis en Amérique latine, en Argentine, puis au Brésil. Et tout ça dans la filière Bridgestone, là, on n'était pas en concurrence avec Michelin puis les autres. Donc, c'est sûr que quand tu as un conflit de travail dans un milieu comme celui-là, tu as un déséquilibre absolu au niveau du rapport de force. En termes clairs, les travailleuses et les travailleurs en ont moins, puis souvent, les entreprises puis les patrons en ont plus. Vous l'avez déjà vécu dans la région avec des gros lock-outs. Bon. Alors, mais en même temps, il existe encore des milieux de travail où le rapport de force est réel. Je suis convaincu que vous allez me poser la question, là, mais dans le secteur de la construction, c'est un autre ballgame, là. On ne peut pas plaider la mondialisation pour avantager une partie ou une autre. Donc, dans le secteur des hôtels, par exemple, quand on négocie des conventions collectives, si les gens viennent s'installer à Montréal puis que les hôtels sont syndiqués, la concurrence peut exister. Mais disons que la pression de la globalisation de l'économie et des marchés, elle est moins forte. Donc, il y a des secteurs d'activité où, effectivement, il y a encore des rapports de force réels, mais malheureusement, dans le secteur manufacturier industriel, et quand on dit qu'on a perdu à peu près 150 000 jobs au Québec au cours des 10-15 dernières années, c'est justement lié au phénomène des délocalisations puis du déplacement des emplois. Et là, ça amène les travailleurs et les travailleuses à faire des concessions, souvent dans le cadre des négociations. Et imaginez si on affaiblissait encore plus le pouvoir des syndicats dans ces entreprises-là, ou encore qu'on les faisait disparaître, parce que demain matin, on donnait le choix aux travailleurs, avec une révision, par exemple, de la formule RAN, de payer ou non sa cotisation syndicale. Imaginez si on affaiblissait, dans un contexte comme celui-là, le syndicat à l'intérieur d'une entreprise, qui négocierait pour les travailleuses et pour les travailleurs? Personne. Donc, c'est vrai que le régime de relations de travail au Québec se porte plutôt bien. Il y a de la pression. Les gens, ils se lancent pas en grève pour le fun parce qu'ils savent très bien des fois que la menace en bout de piste, ça peut être la fermeture. Mais malheureusement, des fois, les gens sont confrontés à des employeurs qui sont têtus puis qui tentent d'imposer des reculs au niveau des conditions de travail, au niveau des régimes de retraite. Et là, parfois, les syndicats et les travailleurs décident de sortir en grève. Et il faut manifester notre solidarité, mais il y a des conflits qui sont pas simples. Vous parlez du domaine de la construction qui a encore un certain pouvoir de négociation. Bon, on parlait de notre milieu en journalisme et d'autres qui sont touchés avec l'informatique. Est-ce qu'il y a encore des pressions qui sont faites? Est-ce que la question de la notion d'établissement, c'est quelque chose qui un jour, on peut penser que ça se règle, ou maintenant, vu que Pierre-Carl Pellado est rendu chez Hydro-Québec, que les pressions vont être de plus en plus difficiles pour les syndicats pour faire changer ça? Parce que dans le fond, les gars de la construction, tu peux pas engager un surnuméraire à 10$ avec un ordinateur chez lui pour le remplacer. Exactement. Il faut qu'il vienne frapper le clou, là.
Oui. Bien, moi, je pense que là où notre rapport de force est plus altéré, c'est... Avant d'aller à Louis-René Ménard, je tenais... Ben, je peux... Non, répondez, je parlais à mes collègues. Mais c'est sûr que là où notre rapport de force est affecté, c'est évidemment quand tu es dans un contexte de globalisation économique ou encore tu es confronté au changement technologique. Et l'exemple que vous donnez, c'est un bon exemple. Quand on a vécu le conflit au Journal de Montréal, on sait très bien comment on a réussi à produire le Journal de Montréal sans franchir une ligne de piquetage. Alors ça, la CSN a des positions très claires là-dessus sur ce qu'on appelle la modernisation du Code du travail. Le problème que nous avons actuellement, puis c'est un problème avec lequel on doit composer, c'est que à partir du moment où on fait le débat sur la réouverture du Code du travail, on est tout à fait conscient que les employeurs vont être à l'offensive sur cette question-là. C'est pas vrai que tu peux ouvrir une partie du Code, puis... Dans un contexte de gouvernement minoritaire, disons que les échanges qu'on a eus avec la ministre du Travail là-dessus ont été clairs. Nous, on voudrait moderniser le Code du travail pour justement permettre que, par exemple, dans un conflit comme le Journal de Montréal ou ailleurs, alors que, effectivement, tu as un conflit de travail, tu as une ligne de piquetage, mais que ça se produit à cause des nouvelles réalités technologiques qui permettent de continuer la production, il faudrait élargir le Code à ces nouvelles réalités-là. Mais ça va être une partie de bras de fer avec pas juste les pouvoirs politiques, mais avec le patronat. De mémoire, il me semble que Thomas Dorval, là-dessus, quand il est passé ici, il était plutôt réticent à cette idée-là de l'élargir. Puis ils vont toujours nous annoncer que si il y a plus de réglementation, puis qu'on adapte les réglementations à des nouvelles réalités comme celle-là, bien, c'est toujours le spectre de l'entreprise qui va fuir. Moi, je ne crois pas à ça, mais en même temps, je pense que c'est un débat qui est un peu incontournable, particulièrement dans le secteur des communications. Alors, la CSN a continué à pousser sur cette idée-là qu'il faudrait le moderniser, le code, pour l'appliquer justement à des nouvelles réalités, mais il faut juste être conscient qu'à partir du moment où on va réouvrir le Code du travail au Québec, il y a d'autres mondes qui vont vouloir se servir là-dedans, là, parce qu'on n'est pas tout seul sur la patinoire. Merci. Prochaine question, Louis-René Ménard, Radio-Canada, qui sera suivie par Thomas Verville, Astral. Je reviens sur le conflit des constructions, M. Letourneau. On est troisième journée, là. Je sais qu'il y a un conciliateur dans le dossier. Il a rencontré les parties séparément. La CSN, je ne sais pas quel est le pourcentage de syndiqués que vous représentez par rapport dans le contexte global de l'Alliance intersyndicale, mais avez-vous l'impression que vous voyez une lumière au bout du tunnel au cours dès cette semaine, là? Parce que ça affecte beaucoup l'économie du Québec, c'est en termes de dizaines de milliards, là. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Bien, ce que je comprends, c'est que le travail, ce qu'on disait ce matin, là, c'est que le travail du conciliateur n'a pas porté fruit. Mais en même temps, nous, on est tout à fait d'accord avec l'approche, puis on la salue d'ailleurs, l'approche de la ministre Maltais dans le dossier, parce que là, on voudrait évidemment, du côté des patrons puis des associations patronales, qu'une loi spéciale soit imposée pour justement forcer les travailleurs à retourner au travail. Nous, on dit, ça fait 2 jours, là, ça fait pas 3 semaines, ça fait pas 1 mois. Donc, laissons les parties négocier. Nous, les signaux qu'on a reçus de ceux qui sont aux tables, c'est qu'il y a une volonté de reprendre les discussions. Et on va laisser le jeu de la négociation jouer, mais la pire des affaires, ce serait justement d'essayer d'imposer des conditions de retour au travail et ainsi des conditions de travail. Et ça, moi, ça me fait toujours sourire quand les patrons réclament de telles mesures, alors que quand le rapport de force est disproportionné, comme dans des situations de lockout où on met les travailleuses et les travailleurs dans la rue, il n'y a pas grand monde qui se lève pour demander au pouvoir public de légiférer pour forcer les employeurs à reprendre les travailleurs et à reprendre la négociation. Mais quand le rapport de force est plus équilibré, par contre, là, tout le monde sort, puis là, on attaque les syndicats, puis on essaie de discréditer les travailleurs et les travailleuses de la construction. Puis là, peut-être que les employeurs se sont dit, il y a un contexte quand même autour de la commission Charbonneau qui pourrait laisser croire que les travailleuses et les travailleurs... alors, moi, je pense qu'il faut qu'on départage les affaires et... leurs revendications, ils sont tout à fait légitimes, ils sont dans la moyenne canadienne. Il faut laisser les partis travailler. Moi, j'ai bon espoir que ça va finir par atterrir. J'ai bon espoir. Écoutez, moi, je ne suis pas aux tables de négociation. Là. C'est nos fédérations qui sont là. Puis vous avez posé la question. La CSN, c'est le plus petit joueur dans le secteur de la construction depuis la dernière période de changement d'allégeance syndicale. Donc, mais disons que... 8,6 de la main-d'œuvre, oui. Okay. Mais on est quand même à l'intérieur de l'alliance syndicale, puis on partage la même plateforme de revendication, puis on est associé aux discussions aux tables. Et les sons de cloche qu'on a, c'est qu'il y a de la volonté du côté syndical d'atterrir puis de régler. Mais en même temps, la négociation ne se fera pas sur la place publique. Vous savez comment ça marche, hein? Ça va se faire aux tables. Mais j'ai bon espoir qu'avec un conciliateur puis une intervention du ministère du Travail... Vous pensez quoi de la proposition de François Legault de reconduire la Convention pour 1 an pour
pour poursuivre les négociations, dans le fond? Ben, moi, je pense que la meilleure chose, c'est de trouver un terrain d'entente dans le contexte actuel là, qui va attacher les affaires pour la période prévue à la durée de la convention collective. Sinon, tu pèles juste le problème, par en avant. Mais en même temps, ça va être aux travailleuses et aux travailleurs d'apprécier ce genre de position-là. Je l'ai entendu de Legault, je ne l'ai pas entendu des employeurs, je pense. Mais bon, ça peut faire partie aussi des réflexions à la table de négociation ou avec un conciliateur. Merci. Prochaine question de Thomas Verville, Astral. J'aimerais parler de la perception des gens par rapport aux travailleurs lors de conflits, notamment au niveau de la grève de la construction. Là. Souvent, la perception des gens, on parle d'intimidation, que les travailleurs ne respectent pas nécessairement où vont aller sortir les gens des chantiers et tout ça. Puis, vandalisme, si jamais les gens ne respectent pas ça. Comment est-ce que vous percevez ça de votre côté? Est-ce que vous constatez la même chose? Et si oui, est-ce que vous êtes tanné de cette perception-là de la part du public? Bien, moi, je pense que, de façon générale, au niveau des relations de travail au Québec, les conflits sont assez civilisés. Là. Il y a une période où, notamment avant qu'on ait une loi anti-SCAB au Québec, où les conflits étaient pas mal plus durs. Moi, j'y étais pas, là, parce que j'étais trop jeune, là, mais quand on retient de ce qu'on retient de l'histoire, c'est que les conflits de travail étaient assez violents. Aujourd'hui, je trouve que les affaires se passent assez correctement. Puis moi, pour avoir vu, par exemple, cette semaine, des travailleurs, des travailleuses des différentes organisations syndicales tenir des lignes de piquetage à Montréal, ça s'est fait dans l'ordre, là. Pas de blocage de route, les gens circulaient librement. Mais effectivement, quand tu tiens une ligne de piquetage, t'en tiens une, puis tu veux t'assurer qu'il n'y a personne qui rentre à l'intérieur pour travailler. Mais c'est vrai que souvent, il y a une mauvaise perception. Alors, ça donne d'autant plus de responsabilités aux organisations syndicales pour effectivement s'assurer que les affaires se déroulent bien. Même si des fois, tu ne contrôles pas tout, puis tu peux avoir des situations qui t'échappent. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas vu de dérapage, puis... aux travailleurs, justement? C'est de respecter les lignes de piquetage. Ben oui, bien sûr. C'est une grève qui est légale, là, donc c'est de respecter les lignes de piquetage. Puis je pense que jusqu'à maintenant, ça se passe bien, là. Au niveau des tournées, les consignes sont... Le micro, oui. Au niveau des tournées là, de chantier, les consignes sont très, très claires. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'intimidation. Tu arrives, juste le fait d'être présent, ça devrait être assez. Il y a des discussions qui se font. Là, c'est organisé comme ça. Là. Au contraire, là, justement, les perceptions des gens, là, tout le monde est très, très sensible à ça. Puis il faut faire les choses correctement parce que tout le monde là-dedans, ça reste des travailleurs. Mais par contre, on a des mandats de grève. Est-ce que les travailleurs sortent, les gens qui continuent de travailler, admettons, sur des résidences neuves, puis tout ça, il y en a qui continuent de travailler. Est-ce que les gens sortent parce que sortent les autres des chantiers? Est-ce que ça arrive ici dans la région? Est-ce que vous avez constaté ça? Parce que... Mais ça discute pour convaincre, c'est tout. Là. C'est de convaincre les gens, c'est pas de les forcer, c'est bien ça? On peut c'est ça, là. T'es pas forcer même, personne. Là, parce que de toute façon, s'il y a personne, on va être les derniers à être gagnants si on force des gens, là. Okay, donc, ça se fait par les persuasions, puis leur rappeler que les mandats qui ont été donnés, puis tout ça. Là. C'est sûr que c'est à éviter à tout prix. Les consignes qui sont données à tous les matins, c'est ça. On fait la tournée des chantiers, il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'intimidation. C'est ça la consigne. Un dossier qui est toujours pas réglé, donc qui a fait beaucoup parler dans la région, c'est le dossier du Walmart à Jonquière. Est-ce que c'est pas un peu décourageant d'avoir un dossier je vais me permettre de commenter, d'une évidence simple. Je veux dire, je pense que c'est assez évident pourquoi le Walmart de Jonquière a fermé. On se retrouve, ça fait quoi, une dizaine d'années peut-être, 7-8 ans que c'est fermé environ. On se retrouve encore devant les tribunaux. De multiples défaites pour les syndicats dans ce dossier-là. Je pense qu'on est rendu devant la Cour suprême. Est-ce que c'est pas un peu décourageant de voir que tout le côté légal est contre des évidences comme ça pour les syndicats? Parce que dans le fond, c'est une évidence. Je l'affirme, là. Non, tout à fait. Non, puis on sait d'abord que dans le secteur des services privés, notamment, vous donnez l'exemple de Walmart, mais on pourrait donner l'exemple de McDonald's. La CSN s'est déjà lancée dans des campagnes de syndicalisation. On avait même déposé pour 2-3 McDonald's, Montréal, Rawdon. Alors, évidemment, tu fais face à des employeurs qui sont anti-syndicales, pas à peu près, puis qui y mettent le paquet.
Après ma barre, c'est toujours un peu étonnant parce qu'on se dit, les gens quand même qui travaillent dans le secteur des services privés, souvent ils travaillent au salaire minimum avec des conditions de travail qui parfois frôlent le cheap labor et la volonté de se syndiquer n'est pas toujours au rendez-vous. Mais en même temps, c'est sûr que l'antisyndicalisme des employeurs, lui, est au rendez-vous. Alors ça peut décourager le monde, pas à peu près. Puis après ça, évidemment, quand l'entreprise ferme, là, tu as tout un phénomène de judiciarisation qui suit. Puis bon, tu contestes devant un tribunal à fermeture, puis parfois tu gagnes, parfois tu perds. Puis même quand tu gagnes, souvent... Absolument. Qui a gagné, puis finalement, ça n'a absolument rien absolument, donné. Absolument. Dans l'année où le conflit a été gagné, ça a été vendu à Target qui s'est débarrassé du syndicat. Oui. Et le secteur des services privés, c'est probablement le secteur le moins syndiqué. Puis pas juste au Québec, mais même aussi en Amérique du Nord. Vous savez, nous, on fait des débats depuis un certain nombre d'années sur ce qu'on appelle le renouveau du syndicalisme. Et ça fait partie de nos réflexions. Parce qu'il y a des réalités dans le monde des relations de travail qui ont changé. On n'est plus dans l'après-deuxième guerre mondiale où on syndiquait le monde du secteur public, puis des grandes usines, puis des manufactures. Le secteur des services, c'est des emplois typiques, il y a beaucoup de roulement de main-d'œuvre. Et nous, on pense que peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse à des nouvelles formes d'organisation, puis des nouvelles formes de syndicalisation, puis peut-être même des nouvelles formes de négociation. On a déjà, dans le passé, réclamé l'accréditation multipatronale. On disait, on est-tu capable de forcer le regroupement dans un même secteur d'activité de 3, 4, 5, 6, 10 employeurs? Nous, on est dans un couche-tard actuellement, là. Hein? Et les couche-tard, c'est un peu comme les Walmart. Et aller négocier, d'abord, tu as un employeur qui n'est pas très pro-syndical, et deuxièmement, faut que tu négocies dépanneur par dépanneur. Donc, il faut aller chercher ta majorité pour déposer ton accréditation. Donc là, tu passes ton temps de chicaner sur les listes qui travaillent à temps plein, qui travaillent à temps partiel. Puis une fois que tu as ta majorité, mais compte tenu du roulement dans ces milieux de travail-là, souvent, tu te retrouves dans des situations où ça vient fragiliser l'action syndicale. Donc, peut-être que la méthode plus traditionnelle, elle n'est pas nécessairement la plus efficace. En même temps, je reviens à ce que je disais tantôt, on pourrait forcer des modifications au Code du travail, mais forcer des modifications au Code du travail pour faciliter l'accès à la syndicalisation dans un contexte, comme je l'ai expliqué tantôt, où justement les pouvoirs politiques, notamment à Ottawa, puis d'autres, là, quand j'entendais la semaine passée le Conseil du patronat du Québec dire les syndicats, quand ils font trop de sociopolitique, que ça ne devrait pas, puis il devrait y avoir un vote obligatoire. Donc, une tendance lourde qui ne va pas vers l'accès plus facile à la syndicalisation, bien au contraire. Peut-être que c'est pas par les lois du travail que ça va passer. Mais je vous dis, c'est pas quelque chose de simple de syndiquer dans des secteurs non traditionnels. Mais en même temps, on peut tous s'entendre que s'il y a des gens qui ont besoin d'un syndicat pour améliorer leurs conditions de travail, c'est bien les gens qui sont dans le secteur des services privés puis qui travaillent au salaire minimum, qui n'ont pas de régime de retraite, puis qui n'ont à peu près pas de vacances, bref, qui sont à la merci des lois, de la loi des normes du travail, là. Mais ça, c'est un défi pour le mouvement syndical, puis particulièrement pour la CSN. Comment on peut imaginer des nouvelles formes de syndicalisation, puis ultimement, comment imaginer des nouvelles formes de négociation pour être capable de représenter du monde qui ne sont pas syndiqués. Merci. Prochaine question de Normand Boivin, Progrès Dimanche. Par la suite, Louis-René Ménard, Radio-Canada. Ouais, justement, dans la foulée de ces campagnes-là, est-ce que vous n'avez pas l'impression que, justement, syndiquer les Walmart, syndiquer les couche-tard, syndiquer les McDo, c'est pas quelque chose qui nuit à l'image du syndicat dans la mesure où les gens se disent, c'est quoi l'idée? C'est ce qu'on entend. C'est quoi l'idée de les syndiquer les dépanneurs, les étudiants qui travaillent là? C'est quoi l'idée de syndiquer des McDo? C'est des flots de 16 ans qui travaillent là. Dans le cas de Walmart, ce qui a été dit ad nauseam, puis ça se dit encore, c'est ça, c'est encore la région qui a servi de cheval de Troie, qui a essayé de faire le cheval de Troie pour syndiquer les Walmart, puis ça nuit à l'image de la région parce que, bon, c'est chez nous que ça s'est démarré, cette campagne de syndicalisation des Walmart. Est-ce que les syndicats, à ce moment-là, ne devraient pas hésiter avant de se lancer dans des campagnes comme ça, ou est-ce que ça va au-delà de l'image? Bien, c'est un grand débat, ça. D'abord, peut-être juste resituer, quand les gens se syndiquent, c'est pas la CSN ou la FTQ ou qui amène le monde à... C'est les gens qui nous contactent. Hein? Donc, il y a une manifestation là, au départ, de travailleuses puis de travailleurs qui veulent s'organiser collectivement pour se syndiquer.
Et c'est pas juste des jeunes, on le sait, là. Si vous fréquentez encore les McDo puis les Walmart, vous savez bien que c'est pas juste des jeunes de 16 puis 17 ans qui travaillent là. Des fois même, on a des retraités qui reviennent par la bande parce qu'ils sont pas capables, justement, de joindre les deux bouts à la retraite pour bon. Donc, c'est les gens qui font une démarche de syndicalisation. On a le loisir, nous, comme organisation syndicale, de dire non. Ça, les gens ne le savent pas, mais on a le loisir. On peut dire, non, nous, on pense que ça ne vous aidera pas, on pense que ça va vous nuire. Est-ce que vous dites, mais des fois? ça peut arriver, parfois, Est-ce que ça dans des... arrive? Ça peut arriver qu'on dise non, oui. Dans de très petites unités d'accréditation. 3, 4, 5 personnes. Est-ce que ça vous est arrivé de À ma dire connaissance, non. OK. Moi, je vais vous dire, à la CSN, là, on a plutôt tendance à aller dans le sens de l'organisation. Et honnêtement, c'est le rôle du mouvement syndical. Si on commence à dire demain matin, dans tel secteur d'activité, on ne dépose plus de requêtes en accréditation parce que, justement, on va fermer, ça va être contesté devant les tribunaux, bien là, on vient d'abdiquer complètement et là, on vient de donner le champ libre puis le feu vert à toutes ces entreprises-là de faire à peu près n'importe quoi en termes de relations de travail. Moi, je pense que, d'un point de vue syndical, ce serait d'abdiquer. En même temps, c'est pas parce qu'on dépose, puis vous l'avez dit tantôt, c'est pas parce qu'on dépose qu'on gagne, bien au contraire. Mais honnêtement, moi, je pense qu'il faut respecter ce droit-là démocratique des travailleuses et des travailleurs, reconnu par le Code, les chartes, de s'organiser collectivement pour se donner une convention collective d'améliorer leurs conditions de travail. Et même dans les endroits où il y a plus de travail atypique, précaire, et ça, on en a de plus en plus dans notre société, là. On en a de plus en plus, là. Et là, c'est clair, il y a juste à fermer puis à s'ouvrir 3 km à côté. Puis si l'entreprise est assez forte, c'est assez simple à faire. Bien, tout à fait. Puis c'est pour ça qu'on conteste légalement et qu'on conteste juridiquement ces fermetures-là. Vous avez parlé tout à l'heure qu'une des plus belles choses qui pourrait arriver, c'est de se débarrasser du Parti conservateur. La dernière élection fédérale, ça a été assez spécial du fait que peu importe ce que le Québec aurait voté, ça n'aurait absolument rien changé. Et que des élus conservateurs au Québec, il n'y en a à peu près pas. Alors, quel est le message de dire de se débarrasser des conservateurs alors que le poids politique du Québec n'était pas vraiment là à la dernière élection? Et que même si vous réussissez à convaincre tous vos membres au Québec de ne pas voter conservateur, au pire du pire des cas, ils vont perdre 3 ou 4 députés. Oui, surtout qu'au dernier sondage, il n'en restait plus beaucoup de conservateurs, je pense, en poste au Québec, là, selon s'il y avait eu des élections fédérales. Est-ce que c'est pas prêcher à des convertis? Est-ce que c'est pas un peu inutile? Bien, je l'ai expliqué rapidement tantôt, mais notre objectif, c'est que là, à partir de la bataille de l'assurance-emploi qui, essentiellement, a été menée par le Québec et les Maritimes, il y a une volonté d'élargir la bataille politique contre les conservateurs du côté de l'Ontario. On parle pour 2014 de l'organisation d'un événement qui pourrait se tenir à Ottawa. On parle d'un forum social Canada, Québec et Premières Nations. L'idée, c'est de créer un peu les conditions politiques qui pourraient permettre à des gens au Québec et des gens en Ontario, parce que vous avez raison sur le plan de la carte géopolitique, là, si le Québec pourrait voter contre les conservateurs mur à mur, mais si l'Ontario fait comme elle a fait la dernière fois, les conservateurs pourraient être réélus. Alors, la bataille de l'assurance-emploi, elle n'a pas nécessairement levé en Ontario parce que la réalité du travail n'est pas nécessairement la même que dans les Maritimes ou au Québec. Mais je peux vous dire qu'en Ontario, ils sont en train de se mobiliser pas à peu près sur la défense de ce qu'on appelle la formule RAN, c'est-à-dire l'obligation pour les travailleurs de verser leur cotisation syndicale quand ils sont dans une entreprise syndiquée. Parce que les conservateurs provinciaux en Ontario mettent de l'avant cette idée-là qu'on devrait abolir la formule RAN, un peu comme les conservateurs à Ottawa le pensent. Là. Je vous ai parlé de 2 projets de loi tantôt. Le prochain, là, il va tourner autour de cette idée-là qu'on ne devrait pas être obligé de payer sa cotisation syndicale, alors que le syndicat négocie conditions de travail pour l'ensemble du monde. Donc, en Ontario, il y a une volonté là, de faire un peu plus d'action syndicale puis d'action politique. On a une rencontre à Edmonton au début juillet qui va réunir des organisations syndicales, des organisations populaires, des organisations progressistes de la société civile pour réfléchir. On est-tu capable, en 2014, d'organiser un événement au Canada, notamment en Ontario, pour essayer de faire lever justement cette opposition aux politiques des conservateurs. Alors, c'est là-dessus qu'on est là. Là, je me fais l'avocat du diable. Vous êtes en train d'expliquer à un travailleur que sa cotisation syndicale au Québec sert à une organisation pour aller faire battre les conservateurs dans les provinces autres que le Québec. Là, on est rendu loin.
Bien, écoutez, c'est parce que ça, c'est le débat. Est-ce que les syndicats doivent s'occuper de questions politiques? À CSN, nous, on ne fait pas. En dehors de la province. Bien, on est encore. C'est exactement Ouais, ce c'est que je disais au départ tantôt. Le problème, c'est qu'on aimerait bien penser peut-être qu'on n'est plus Canadien, mais on est encore sous les politiques du gouvernement conservateur et on les subit, ces politiques-là. C'est sûr que, historiquement, notre pratique syndicale, elle est au Québec. On a des liens avec d'autres organisations syndicales canadiennes. La seule chose que je dis, c'est qu'on va justement réfléchir avec ces autres organisations-là pour voir si on n'est pas capable de faire lever un peu plus l'opposition ailleurs au Canada contre les politiques des conservateurs. Mais c'est sûr, tu sais, dans le discours à droite, on dit tout le temps, les syndicats ne devraient pas s'occuper de politique. Mais toutes les autres s'en occupent, par exemple. Toutes les autres s'en occupent. Mais nous, on ne devrait pas. Alors, la vie, elle n'est pas si simple que ça. Les organisations syndicales, essentiellement, ce qu'elles font, c'est qu'elles défendent les travailleurs et les travailleuses des milieux de travail. La cotisation syndicale, là, elle sert surtout à financer le support aux travailleuses et aux travailleurs des milieux de travail. Mais dans le contexte actuel, si tu ne t'occupes pas de ce qui se passe autour de l'usine ou de l'hôpital, tu risques d'avoir 2-3 problèmes demain matin. Là, t'sais. Je pourrais même aller plus loin en vous disant qu'aujourd'hui, on a plus que jamais besoin non seulement de faire des liens avec d'autres organisations syndicales au Canada, on a besoin de faire de plus en plus de liens avec d'autres organisations syndicales à l'échelle internationale. Ce qu'on aurait dû faire dans les années 70, quand on a commencé à délocaliser des emplois pour les envoyer dans les zones franches au Mexique, quand on a commencé à délocaliser des emplois pour les envoyer en Amérique centrale ou ailleurs. Il y a tout un système de relations entre les organisations syndicales à l'échelle internationale qui vise justement à renforcer l'action syndicale à l'échelle internationale, mais on aurait dû commencer ça il y a 30 ans. T'sais. Merci. Prochaine question. Louis-René Ménard, Radio-Canada, qui sera suivi par Catherine Delisle, Le Quotidien. Vous l'avez brièvement évoqué, le dossier de l'assurance-emploi. On a l'impression que, malgré tout ce qui s'est passé au Québec, des Maritimes, peut-être un peu en Ontario, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas fait bouger du tout le gouvernement conservateur à Ottawa. On apprend presque à toutes les semaines dans les journaux des nouveaux éléments du nouveau régime d'assurance-emploi, un peu qui était caché, là, le fait que de moins en moins de travailleurs, puis que ça va être de moins en moins possible d'avoir de l'assurance-emploi quand on se retrouve au chômage, puis ça va être de plus en plus difficile même d'aller en appel avec toute la structure qu'ils ont mis en place. Absolument. Une complexité assez inouïe. Avez-vous l'impression que la bataille est perdue d'avance, qu'il faudra attendre le prochain gouvernement à Ottawa et ça pourrait être encore les conservateurs? Là. Bien, votre question est directement en lien avec ce que je viens d'expliquer. Le bilan qu'on a fait de la bataille de la réforme de l'assurance-emploi est un bilan positif. En même temps, c'est vrai, les conservateurs n'ont pas bougé d'un iota sur cette question-là. Nous, on a tout le temps dit aux conservateurs, plutôt que de s'attaquer aux chômeurs, attaquez-vous au chômage. Hein? Donc, ils prétendent qu'ils s'attaquent au chômage en mettant en place des conditions qui font en sorte que c'est de plus en plus difficile d'avoir accès à l'assurance-emploi. C'est un filet de sécurité sociale qu'on s'est donné dans notre histoire, là, dans lequel on cotise, puis que les patrons cotisent. Le gouvernement fédéral, ça fait des années qu'il ne met plus une scène là-dedans. Donc, c'est très idéologique, là. C'est de dire on ne tolère plus les chômeurs et les chômeuses. Ce qui est différent de mettre en place des politiques qui pourraient justement faire en sorte qu'on va réduire le taux de chômage au Canada. Mais sur le terrain de l'assurance-emploi, c'est clair, les conservateurs ne bougent pas. Alors nous, on dit qu'il faut l'élargir, la bataille contre les conservateurs. Exactement dans le même sens que je l'ai expliqué tantôt. Il y a l'assurance-emploi, il y a les groupes de femmes qui ont été coupés, il y a les ONG, les organismes non gouvernementaux qui font de la coopération internationale, qui sont passés à la caisse, mais dans la caisse, pas dans le bon sens, là. Ils sont passés à la coupe des conservateurs, devrais-je dire. Et donc, il y a 1001 bonnes raisons justement, de contester le gouvernement conservateur. Nous, on va continuer à soutenir les groupes de chômeurs dans les régions ou ailleurs qui se battent, qui manifestent contre la réforme de l'assurance-emploi. On va participer à la commission du CEP Dionne Marcelet avec les autres organisations qui sont dans la coalition pour démontrer les effets de la réforme de l'assurance-emploi, mais on dit ultimement, il faut l'élargir, la bataille contre les conservateurs, parce que si on ne le fait pas, les conservateurs, eux, ils vont poursuivre. Puis peut-être que dans 5 puis dans 10 ans, on va être en train de faire le point sur une multitude de reculs qu'ils nous auront imposés. Puis, alors, ça milite en faveur d'un élargissement et non d'un retrait stratégique, parce que le retrait sur du moyen terme ne serait pas payant. Merci. Prochaine question, Catherine Delisle, Le Quotidien. Oui, M. Letourneau, deux choses. Vous trouvez correct de prendre l'argent des syndicats, de vos syndiqués, pour défendre une option politique ou encore pour en bloquer une autre?
Ne serait-il pas mieux, par exemple, de créer ou de demander une autre cotisation pour défendre ces intérêts-là? Deuxième chose, vous parlez beaucoup de coupure à l'assurance-emploi, mais vous ne parlez pas de coupure à l'aide sociale. Oui. Bien, écoutez, sur la question de l'utilisation des cotisations syndicales pour faire autre chose que de la représentation là, dans les milieux de travail, c'est une question chez nous qui est réglée depuis 1968 sous la présidence de Marcel Pepin, où le Congrès a clairement déterminé que, oui, il faut être actif dans l'entreprise, mais il faut être actif dans la société. La seule nuance chez nous, contrairement à la culture des syndicats canadiens, c'est qu'on n'appuie pas de partis politiques. C'est-à-dire qu'il y a une tradition dans le Canada anglais qui veut que les grands syndicats canadiens, par exemple, supportent financièrement même des partis politiques. Chez nous, on ne fait pas ça. Mais, par contre, je peux vous dire qu'on ne se gêne pas pour... Ici, vous le demandez? Non, on ne le fait pas. La CSN ne prend pas parti en faveur d'un parti ou d'un autre. Non, Vous n'avez pas mis 400 000... pour dénoncer les politiques du gouvernement libéral. Mais on n'a pas financé ni le PQ, ni Québec solidaire, ni personne. Mais vous avez dénoncé les politiques. Bien, absolument, absolument, absolument. Comme on dénonce les politiques des conservateurs, comme on dénonce les politiques du gouvernement actuel, par exemple, sur les questions de déficit zéro. C'est pas prendre parti, ça? Oui, mais bien sûr, mais on peut pas être neutre dans une société comme la nôtre. C'est une société qui est fondamentalement polarisée. On n'est pas un acteur neutre dans l'entreprise quand on a un employeur devant nous. Alors forcément, quand on se retrouve à la Chambre de commerce, au Centre local de développement de l'emploi ou à la municipalité ou au niveau provincial, bien, on a devant nous des gens qui font de la politique. Puis pas juste dans les partis politiques, des instituts de recherche qui sont financés par des organisations qui vont supporter des points de vue politiques qui attaquent le mouvement syndical. Alors, donc, tout le monde est appelé quelque part à jouer le jeu à la fois dans ses représentations dans les milieux de travail, mais aussi dans la société. Et je vais vous dire, à la CSN, la fois où on est allé le plus loin, c'est quand on a supporté la campagne référendaire en 1995. Et les syndicats de la CSN, l'ensemble des syndicats de la CSN avaient consulté les membres dans les milieux de travail parce qu'à l'époque, on avait dit, bon, on a une position favorable à l'émancipation puis à la souveraineté du Québec, il faudrait peut-être la confirmer dans les syndicats parce que là, effectivement, on était sur un terrain politique qui était quand même plus glissant, là. Mais la CSN a organisé des référendums dans les milieux de travail, justement pour que les gens se prononcent en faveur de la souveraineté du Québec. Et là, on fait du travail avec le Conseil de la souveraineté du Québec en s'appuyant sur des mandats que nous avons. Mais c'est sûr que c'est toujours une question qui est délicate dans la mesure où on a un mode de représentation en Amérique du Nord qui fait en sorte que quand vous êtes syndical à CSN dans une entreprise, tout le monde paye des cotisations syndicales. Et là, effectivement, il y a des travailleurs et des travailleuses qui sont peut-être, je l'espère qu'il n'y en a pas trop, il y a peut-être des travailleuses et des travailleurs qui sont d'accord avec les politiques des conservateurs. On va espérer que ce soit limité, mais... Et ça, bien, ça nous oblige à faire des débats dans nos instances, dans notre congrès confédéral, puis de faire ces débats-là le plus large possible pour justement être capable de s'assurer de l'appui de la majorité des travailleuses, des travailleurs, des militants et des militantes. Mais... Dans le cas de l'aide sociale, coupure à l'aide sociale? On les a dénoncés, les coupures à l'aide sociale. On a été très clairs là-dessus. Et le problème des coupures à l'aide sociale, c'est le problème du déficit zéro. Nous, on avait dit au gouvernement Marois, lors de du premier dépôt du budget de M. Marceau, prenez donc une pause d'1 année dans le remboursement du déficit puis de la dette en utilisant le Fonds des générations. Suspendez-le. Je pense que c'était à peu près à la hauteur d'1 milliard par année pour ralentir l'augmentation de la dette au Québec. On avait fait cette suggestion-là au gouvernement Marois en disant non seulement ça va vous permettre de traverser votre gouvernance minoritaire plus facilement, puis deuxièmement, ça n'aura pas d'effet sur les services à la population, sur les programmes sociaux. Alors, il ne faut pas s'étonner que les groupes d'assistés sociaux, qui ont été appuyés par la CSN notamment, contestent cette réforme-là. Et là, on commence à vivre les effets des coupures, là, dans les commissions scolaires, dans les hôpitaux, dans les CLSC. Et je peux vous dire que cet automne, au retour, on va faire le tour du Québec pour être justement capable de comptabiliser les effets des politiques du déficit zéro. Et on va rappeler au gouvernement Marois, comme aux autres partis politiques, que quand on parle de finances publiques, bien, il faudrait peut-être y aller un petit peu plus mollo. On est toujours obsédé par le déficit économique, là, puis on est toujours obsédé par le déficit zéro, mais on ne parle pas beaucoup du déficit social. Puis quand on coupe un service d'une commission scolaire à des enfants qui en auraient besoin parce qu'ils sont en difficulté, bien, c'est un service ça, qui disparaît et que tu ne retrouves peut-être pas avant 20 ans. Notre
Ben, on avait les députés du Parti québécois au cercle de presse lundi, et Stéphane Bédard réaffirmait que le gouvernement du Parti québécois est un parti social-démocrate. Vous en pensez quoi? Ben moi, j'ai des sérieuses réserves là-dessus parce que le problème, c'est que la social-démocratie, ça se mesure pas juste à l'idéologie, mais ça se mesure à la pratique. Et quand on parle de la gouvernance souverainiste, là, vous savez, on est dans un monde... puis des fois, je trouve que les politiciens auraient peut-être le mérite de le clarifier parfois. On est dans un monde où les États ont de moins en moins de pouvoir. Déficit zéro parce que la cote du Québec. Pression des marchés financiers sur les États pour, justement, assainir les finances publiques. Il me semble que, oui, c'est vrai qu'il y a une pression internationale sur les États et sur les finances publiques, mais il me semble qu'un gouvernement qui a des prétentions souverainistes pourrait affirmer un peu plus haut et fort sa volonté, justement, de se gouverner sans répondre toujours à la logique des marchés financiers. Et moi, je vais vous dire, le problème du déficit zéro, dans le contexte actuel, parce qu'on n'est plus en 1996 sous Lucien Bouchard, où on était dans une dynamique où tous les États coupaient partout. Là, même le Fonds monétaire international, qui est quand même pas réputé pour être le plus à gauche, là, puis la Banque mondiale, sont venus dire au Canada, puis aux provinces, allez-y mollo avec les politiques d'austérité, parce que quand vous coupez, vous ralentissez l'économie dans un contexte où l'équilibre est extrêmement fragile. Donc, social-démocrate, oui, parfois, mais disons que sur la question des finances publiques, il ne passe pas le test. Et malheureusement, c'est un gouvernement qui adopte exactement la même médecine que les libéraux auraient adopté s'ils étaient restés au pouvoir, là. C'est la même ligne sur le déficit zéro puis sur le remboursement de la dette, là. Merci. Prochaine question, Normand Boivin, Progrès Dimanche. Ouais, tout à l'heure, vous avez fait allusion aux luttes qui ont été menées dans les années 70. Vous avez dit qu'il y a moins de violence sur les lignes de piquetage, etc. Ça s'est civilisé, les relations de travail. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'actuellement, la patinoire des syndicats est en train de se rétrécir justement avec toutes ces choses-là qui se passent autant au niveau politique que, par exemple, sur le plan légal, c'est de plus en plus difficile de mener des conflits sans se ramasser justement devant les tribunaux, un peu comme je le disais tout à l'heure. Puis les moyens d'action des syndicats sont de plus en plus limités face aux conflits, ce qui fait en sorte que si, à un moment donné, par exemple, ici, dans le cas du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans le cas du conflit des concessionnaires automobiles, les concessionnaires se sont préparés d'avance. Ils ont ouvert un garage de mécanique il y a quelques mois, quelques semaines avant le conflit, puis ils font déménager leur clientèle là-bas, puis c'est là-bas que la maintenance se fait. Bon, ça respecte les lois. Mais d'un autre côté, le travail se fait pareil. Si les concessionnaires essayent de faire des ventes de véhicules pour maintenir leur chiffre d'affaires, les syndicats se présentent pour essayer de convaincre les gens de ne pas acheter, mais là, à ce moment-là, ils font face à une certaine hostilité de la part des citoyens. On a l'impression vraiment que les syndicats, c'est plus à la mode, là. C'est quoi la marge de manœuvre dont vous disposez actuellement, là, pour continuer de... Bien, moi, je reviens un peu à ce que j'expliquais tantôt, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs d'activité où le rapport de force est réel, il y a des secteurs d'activité où le rapport de force est altéré, c'est-à-dire qu'il est moins évident. Et ça, malheureusement, quand on regarde la carte syndicale, au Québec, on parle encore d'un taux de syndicalisation qui frôle les 40 %, là, mais le taux de représentativité syndicale, un peu partout dans le monde, il est en déclin, puis pas à peu près, là. L'Organisation internationale du travail prétendait que 16-17 % de la main-d'œuvre mondiale était syndiquée en 1975. 20 ans après, on était à 8 %. Et là, les prochains chiffres de l'OIT vont sortir l'année prochaine, et je ne suis pas certain qu'on a fait un grand bond par en avant. Le Québec est avec quelques pays scandinaves, la Belgique, oui, parce que le taux de représentativité syndicale actuellement en Europe, je pense qu'on perd près d'1 million de travailleurs syndiqués par année en Europe depuis la crise de 2008. Donc, au Québec, on s'en tire encore pas mal. Et, à mon avis, c'est d'ailleurs ce qui motive certains et certaines, justement, d'attaquer le mouvement syndical et la représentativité syndicale, parce que le mouvement syndical, c'est le dernier rempart
hein, pour les travailleuses et les travailleurs, quand tu es confronté à des employeurs qui exigent des concessions importantes. J'étais avec des délégués syndicaux du Pays Basque hier, donc c'est l'Espagne, ça. Des demandes de recul de 30 % sur les salaires dans le secteur public, dans le secteur privé. C'est incroyable. Donc, les syndicats, depuis 3 mois, là, au Pays Basque, sont en grève générale parce que c'est pas rien, là. On ne parle pas de gel de salaire, là. On exige des concessions salariales de l'ordre de 30 %. Quand tu as un mouvement syndical fort qui est organisé devant toi, c'est sûr que la partie est beaucoup plus dure, mais effectivement, c'est de plus en plus difficile de négocier, surtout avec des entreprises où, à l'époque, tu négociais avec monsieur Machin qui habitait dans la rue à côté. Tu savais qui était l'employeur de l'usine, puis maintenant, tu négocies avec des compagnies à numéros ou tu négocies avec des entreprises dont le siège social est à Tokyo. Alors, ça, c'est clair que ça ne milite pas en faveur du mouvement syndical. Mais en même temps, je pense que la situation serait pas mal pire si on avait un taux de syndicalisation qui était de l'ordre de 7, 8, 10, 12 % comme on connaît actuellement aux États-Unis. Une question facile pour vous, pour terminer, M. Letourneau. Vous êtes, dans le fond, vous êtes président de la CSN, ça fait 1 an à peu près? Oui, ça va faire 1 an au mois d'octobre. Dans les médias, vous êtes plus ou moins connu encore, et j'ai la question, qui est Jacques Letourneau? Quel est votre cheminement? D'où vous venez? Dans quel milieu vous étiez? Oui, ben moi, je suis un ancien du Conseil central de Montréal, de la CSN. J'ai été pendant 11 ans secrétaire général du Conseil central et adjoint au comité exécutif de la CSN pendant 7 ans aux affaires internationales. Donc, j'ai représenté la CSN dans l'action syndicale internationale pendant 7 ans. La responsabilité de la première vice-présidence à la négociation pendant 1 an, et là, depuis le mois d'octobre, à la présidence de la CSN. Originaire de Thetford Mines, donc ville ouvrière syndicale, un ancien militant du mouvement étudiant des années 80, ancien secrétaire général de l'Association nationale des étudiants et des étudiantes du Québec. Et je dirais que mon militantisme a commencé très jeune, quand je suis allé en Amérique centrale faire des projets de coopération puis de solidarité internationale. Et depuis ce temps-là, je suis engagé depuis... Est-ce que le choc de l'histoire de la démission de Roy est passé rapidement à la CSN ou ça a quand même demeuré quelques semaines? Parce que ça a quand même été assez spectaculaire comme histoire. Oui, mais ça a été... Oui, c'est vrai. Puis c'est pas facile pour une organisation comme la CSN. Mais ça, très rapidement, on est passé à autre chose. Écoutez, quand vous êtes à l'exécutif de la CSN puis que vous avez la responsabilité de la première vice-présidence et que la présidence quitte puis que vous devez, à pied levé, prendre la responsabilité du jour au lendemain, mais vous êtes obligé de regarder vers l'avant et non vers l'arrière. Mais je peux vous dire que ça a été quand même assez rapidement question sur laquelle les gens sont... On est passé à autre chose. Est-ce que vous devez retourner en élection bientôt? Le congrès est en 2014. Mai 2014. Et je vais vous représenter? Bien sûr. Merci. Merci. Merci beaucoup, M. Letourneau. Fait plaisir.